unikagasolang sivunga tay mahanok takwa inuksiutinirartait tait semanen taima inuksiutinirartainukwa iliniatiulauyuyut tait semanen ta 1970s ne Inuit Miksanoid Inuit piusingin nilu orasingin nilu tai kwa iniarata lauyuyun kwa nunavim me amalu nunanotasianut taimale takwa ila kanok inuksiutikut la yauyun kwa pinguat tsilauyuyun kwa inuksiutikkunnik amalu takwa inuksiutikkunnik pivadlia lauyuyu takwa manamut khanotwinnak tukisi ila khawiyau tsigaswaksutik khanok inuit isumamangata piokosiminik piokosimit inusingita inusimita uhasimita mitsanut tema inuksiutikku tema piumalartut khawiyau tsigaswaksuginukwa kinatuinnanut inunnulu khalunanudlu tema unikalanga sivunga amalu ila inuktitut adlasimayu yalu gola tema uwititu khalangalagalua tilunga adlaniarunnatusi tema inuktitut. Bon, je vais simplement vous parler que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est comme Julie l'a mentionné, c'est un texte, petit ouvrage qui va sortir, c'est sous presse, dans la collection Isberg, qui s'appelle Inuksiutit, 50 ans de recherche inuite. Et en fait, c'est un groupe auquel, moi je m'appelle ça le mouvement Inuksiutit, parce que ça a pris toutes sortes de formes. C'est un groupe, au départ, d'étudiants, on était des étudiants dans les années, à partir des années, milieu des années 60, à l'Université de Montréal d'abord, ensuite l'Université de Montréal et l'Université Laval, qui travaillaient dans le Nord, qui faisaient des recherches, ne vivaient pas dans le Nord, mais on allait faire des recherches de terrain, étudiants en anthropologie, essentiellement, dans le Nord, sous la direction de Bernard Saladin d'Anglure. Il n'allait pirna, il n'y a de ça vaut peut-être semaine. Pigiarsuta, Inuksiutikut, sous la direction de Bernard Saladin d'Anglure, qui était à ce moment-là un peu plus âgé que nous, qui avait déjà fait des recherches, des séjours au Nunavik à partir au milieu des années 50, à partir de là. Et l'idée du groupe, la différence peut-être avec d'autres chercheurs, c'est que nous, les étudiants qui participions à ce groupe-là, et Bernard Saladin aussi, on apprenait l'Inuktitut. Sur le terrain, à l'époque, il y avait très peu de gens, au Nunavik en particulier, qui parlaient l'anglais ou d'autres langues que l'Inuktitut. Donc, il fallait apprendre la langue et c'était requis des étudiants qui allaient sur le terrain au nord d'apprendre la langue. Et c'est peut-être ce qui nous a donné un peu un point de vue original par rapport à d'autres chercheurs. Il y avait déjà beaucoup de chercheurs, parfois d'un certain âge, depuis longtemps, qui faisaient des recherches au Nord. Ça nous donnait peut-être un point de vue différent, qui était de comprendre ce que les Inuits, comment les Inuits pensaient, qu'est-ce qu'ils avaient à dire à propos d'eux-mêmes, qu'est-ce qui était important pour eux. Et on s'est dit, c'est comme ça qu'il faut faire la recherche. Il faut que nos recherches servent à faire connaître au monde les Inuits, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils vivent, et qu'est-ce qui est important pour eux. Et faire connaître aussi aux Inuits eux-mêmes, en recueillant, entre autres, de l'information sur la vie Inuit traditionnelle. C'était ce temps-là, il y avait encore peut-être des dernières personnes qui avaient vécu vraiment, à l'époque où il y avait, à l'époque on vivait encore dans des igloos, cette vie-là traditionnelle. Donc c'était auprès de ces gens-là de recueillir des récits et puis recueillir ce qu'ils avaient à nous dire sur cette vie-là.
Et puis aussi, bien sûr, voir la vie actuelle au moment où on était là, au milieu des années 60. Ben, c'était quoi la vie dans des villages qui étaient encore beaucoup centrés un peu partout au Nunavik, puis ailleurs aussi, centrés encore sur la chasse, la pêche, les activités, ce qu'on appelle en Inuktitut le machainik, là, aller sur le territoire pour se procurer ce qu'il y a, ce dont on a besoin pour manger. Et ce groupe-là, en 1970, donc vous pouvez vous lire, on part du bas, là, j'ai mis la ligne, c'est un des tableaux qui va être dans l'ouvrage, c'est dans la conclusion de l'ouvrage qui va sortir. 1970, ce petit groupe d'étudiants informels, on prend un nom, on s'appelle le groupe, décide de s'appeler le groupe Inuksiutit. Inuksiutit, ça veut dire, peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, Inuksiutit, les choses qui concernent les Inuits. Ça peut vouloir dire aussi les choses qui peuvent servir aux Inuits. Et puis au Nunavik, mais là c'est une blague, ça pourrait vouloir dire Inuksiutit, les chasseurs d'Inuits. Mais c'est pas ça que ça veut dire. On dit Umayuksiutit, Inuksiutit, mais c'est pas ça que ça veut dire. Inuksiutit, Urasik, Inuksiutit, Lagunatugaluak, ou quoi, Inunik Umayuksiutit. Il a bimitangwale tungale. Et donc, ce groupe-là, 70, en 74, les gens du groupe Inuksiutit, qui à ce moment-là sont à l'Université Laval, essentiellement parce que Bernard Saladin d'Anglure en 71, moi-même en 72, on est engagé comme prof d'anthropologie à l'Université Laval. On se rend compte que, à ce moment-là, 74, c'est les négociations pour l'entente de la baie James, pour la Convention de la baie James, qui a été signée, et du Nord québécois, signée en 75. Des gens nous disent, des Inuits, là, à ce moment, il y avait l'Association des Inuits, Northern Quebec Inuit Association, qui nous dit, nous autres, oui, vous avez des résultats de recherche. On avait fait des recherches sur l'occupation du territoire, où les Inuits allaient chasser au Nunavik. Les itinéraires, vous voyez, les gens qui avaient des Inuits qui se souvenaient quand, une vieille dame de Cook-du-Arapik, qui se souvenait, moi, mon premier souvenir, quand j'avais 2 ou 3 ans, j'étais sur le dos de ma mère et ma famille habitait à Cook-du-Arapik. Ils avaient traversé à pied tout le Nunavik pour aller à Cook-du-Arapik, parce que je pense que son père avait tué quelqu'un à Cook-du-Arapik. Et là, il fallait qu'il s'en aille, parce que sinon, c'était encore... Il n'y avait pas de police, vraiment, donc c'était la vengeance. Là, la famille de la victime devait se venger et se débarrasser du meurtrier. Donc, il était parti comme ça. Donc, mais quand même, ça veut dire que les Inuits étaient capables de traverser le Nunavik. Donc, on avait ces données-là. Là, les Inuits ont besoin, pour négocier l'entente de la baie James, de prouver qu'ils occupaient le territoire. Et ils ont dit, nous, on n'aime pas ça faire affaire avec les universités. C'est compliqué. Et je pense, mais ça, c'est pas ça, c'est mon hypothèse aussi, qu'en particulier l'Université Laval à Québec était assez mal vue des Inuits, de la Northern Quebec Inuit Association, probablement parce que l'Université Laval étant à Québec, on jugeait qu'elle était peut-être un peu du même côté que le gouvernement du Québec, qui était le partenaire avec lequel on était en train de négocier, là, pour l'entente de la baie James. Donc, ils ont dit, si vous fondiez une association. Nous, s'il y avait un groupe, là, séparé de l'université, on serait prêt à travailler avec vous pour que vous nous fournissiez des données pour nos négociations. Donc, c'est pour ça qu'on a fondé en 1974 une association qui s'appelle Association Inuksiutit Katimayit Incorporée, qui est maintenant incorporé, ils ont changé les statuts, là, ça disparaît. L'Association Inuksiutit Katimayit, qui est une association à but non lucratif, bien sûr, dont les objectifs sont de travailler au développement et à la diffusion des connaissances sur les Inuits. Et c'est fait aussi dans l'esprit de travailler avec les Inuits à ça. Cette association existe toujours, presque 50 ans plus tard. On a l'honneur d'avoir notre président, Thierry Rodon, qui est dans la salle. Donc l'association fonctionne toujours. Cette association-là décide,
rapidement de mettre ses objectifs à l'œuvre. En 77, 3 ans plus tard, l'Association Inuksutit lance la revue Études Inuit Studies, hein, revue bilingue, paraît 2 fois par année, qui est une revue qui publie des textes, de l'information de chercheurs ou de plus en plus de personnes travaillant dans différents domaines du milieu inuit sur toutes sortes de sujets. Et cette revue-là existe encore aujourd'hui. En 2014, en tout cas, vous regardez les schémas, en 2014, la revue Inukssuti, qui en était propriétaire jusqu'en 2014, se voit plus ou moins contrainte d'en faire don à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Donc maintenant, la revue n'appartient plus à l'association Inukssuti. Mais cette revue-là est devenue rapidement une revue internationale. Il y a beaucoup des articles publiés par des gens d'un peu partout dans le monde, des gens qui travaillent sur les Inuits. Il y en a même au Japon, puis dans toutes sortes de pays. Et aussi, c'est une revue sur son comité de rédaction est international. Bon, quand elle a rejoint l'Université Laval, à un moment donné, le comité de rédaction d'International est devenu fait de profs de Laval à 90%, mais ensuite, bon, ça a pu se régler, puis ça s'est réinternationalisé jusqu'à un certain point. Donc, cette revue-là, c'est quelque chose, une création qui a contribué à la diffusion des connaissances sur les Inuits. Puis il y a de plus en plus d'Inuits qui participent, qui écrivent dans la revue. 78, l'année suivante, on dit pourquoi on pourrait faire des congrès d'études Inuits. Il existait à cette époque-là un congrès d'études algonquiennes, hein, qui existait depuis quelques années sur les langues, les gens qui travaillaient sur les peuples comme les Inuits, les Cris, les peuples de langue algonquienne. On pourrait faire aussi congrès d'études Inuits. Donc, on crée ça en 78. Et ces congrès-là, c'est la même chose. C'est tous les gens qui sont intéressés, chercheurs, puis là, de plus en plus intervenants en milieu inuit, qui sont intéressés à venir parler sur les Inuits, de ce qu'ils font, incluant les étudiants, sont les bienvenus. Donc, les premiers congrès, 78, c'était à l'Université Laval, à Québec, 80, l'Université Laval, puis, 82, à London, Ontario, Université of Western Ontario. Puis là, après ça, ça devenu international. Il y a eu des congrès à Copenhague, en Alaska, à Aberdeen, en Écosse, à Paris. Alors, Paris, c'est peut-être un des congrès qui a attiré le plus de monde. Il y a des gens qui voulaient voir Paris. Des chercheurs japonais qui n'étaient jamais venus aux autres congrès. Mais là, ils disaient à Paris, on ne peut pas manquer ça. Et puis, bon, mais qu'il y avait quand même aussi des choses intéressantes à dire en même temps. Et donc, le congrès du Inuit qui devient international, et ça existe à tous les 2 ans. Mais depuis, après 2016, c'est devenu plus à tous les 3 ans. Il y en a eu un à 2019, ici à l'UQAM d'ailleurs. Et le dernier, en 2022, en juin de l'an dernier, était à Winnipeg. Et là, jusqu'à hier, on n'avait pas eu d'offres de gens qui disaient on aimerait organiser le prochain congrès, mais là, il y aurait peut-être quelque chose, là, un groupe qui serait intéressé à organiser un autre congrès d'études inuites, donc qui sera peut-être, je ne sais pas si ce serait l'an prochain, 2024 ou 2025, en tout cas. On verra si ça se concrétisera. Donc, ces congrès-là aussi, une autre création d'Inukssutit. Inukssutit, ce n'est pas nous qui organisons, mais nous avons, moi j'appellerais ça une espèce de droit moral ou je ne sais pas quoi, là. C'est-à-dire que la tradition, c'est que les gens qui veulent organiser les congrès, ils s'adressent à l'association Inukssutit et on dit, écoutez, oui, nous, on prend les offres et s'il y a plusieurs groupes qui veulent organiser les congrès, je pense que c'est jamais arrivé, mais toujours un, mais en tout cas, on voit si c'est sérieux, ben oui, on vous donne le feu vert pour organiser ça, mais on ne peut pas vous financer, là, on vous donne des bons conseils, mais vous vous débrouillez pour organiser ça, et ça a toujours bien marché. Donc, ces congrès-là sont devenus, et ce qui est intéressant, les congrès d'études inuites sont devenus de plus en plus des congrès, des événements proprement inuits. Les 2 derniers congrès ici à l'UQAM, puis celui avant ça, en 2016, c'était à Saint-Jean-Terre-Neuve, Memorial University of Newfoundland. Déjà, c'était organisé en collaboration avec l'Université de Memorial et
le gouvernement du Nunatsiavut, le gouvernement du Inuit du Labrador, qui étaient les co-organisateurs, une grosse participation inuit. Ici, à l'UQAM, sur le comité d'organisation, il y avait des Inuits. Et puis, il y avait une énorme participation inuite aussi en 2019, en 2019 et en 2022 à Winnipeg. Là, le comité d'organisation était à moitié au moins ou en majorité inuite. Et c'était un congrès qui était, on disait, sur 500 participants, il y avait 300 Inuits puis 200 non-Inuits, la majorité d'Inuits qui participaient. Et participation inuite, c'était des Inuits qui venaient parler, oui, de leurs recherches, de leurs interventions en éducation, en santé, en n'importe quoi, mais aussi il y avait des choses sur les arts, des ateliers, des expositions, bon, ça devient un espèce de gros événement inuit, ce truc-là. Donc ça, l'association, on est fiers de ça. Par 78, il y avait 40 chercheurs qui sont présentés, qui étaient tous des Blancs. Il y avait quelques Inuits dans la salle qui étaient sortis à un moment donné, parce qu'ils trouvaient ça plate. C'était des gens qui présentaient des hypothèses. Donc, bon, surtout en français aussi. Il y avait des gens qui ne parlaient pas français. Non. Je me souviens plus, 2, 3, je voyais dans ça, des gens qui ont dit, bon, viens, on va aller prendre une bière en attendant. C'est plate. Mais là, rendu en 2022, c'est un événement Inuit. Ensuite de ça, ça continue. En 1987, bon, là, jusqu'en 87, l'association Inuksutit avait fait une entente avec l'Université Laval, comme c'est quoi? C'est l'association qui va diriger, qui va encadrer les étudiants d'anthropologie à Laval qui travaillent sur les Inuits. Puis donc, il y avait au département d'anthropologie une section inuite où il y avait, qui était assez importante, d'étudiants, de chercheurs professionnels, incluant des Inuits, d'ailleurs, qui travaillaient sur des projets inuits. Mais à un moment donné, en 85-86, le département d'anthropologie a dit, bon, ben là, c'est pas normal qu'un organisme privé, l'association, ça n'appartient pas à l'université, complètement différent. C'est pas normal que vous encadriez des étudiants comme ça. Donc, on vous retire vos locaux. On avait des locaux, on avait des assez bons locaux, oui, effectivement, à l'Université Laval. Vous n'avez plus droit à ça. Ça doit revenir au département. So, là, l'association Inuksutit, avec aussi d'autres profs d'anthropologie, d'ailleurs, et d'autres départements de la science sociale, on a négocié et proposé, ça s'est fait en 87, la création d'un groupe universitaire, le GITIC, Groupe d'études inuites et circumpolaires, que ça s'appelait, qui était un groupe de recherche de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Donc, qui est devenu un groupe universitaire. L'association, à un moment donné, a cessé d'encadrer officiellement les étudiants en anthropologie, mais le groupe d'études inuites, c'est devenu un groupe de gens en sciences sociales, donc pas seulement anthropologie, ce qui veut dire que, indirectement, ce groupe-là, GITIC, est sorti aussi un peu du mouvement Inuksutit. Et puis, en 90, congrès d'études inuites, à ce moment-là, qui a lieu à Fairbanks, en Alaska. Et il y a des gens qui étaient venus nous voir avant en disant, des chercheurs, il y avait entre autres en Finlande, au Danemark, puis aux États-Unis, au Canada, qui disaient, nous, on pense qu'il serait temps de fonder une association internationale des études, des chercheurs en sciences sociales arctiques. Donc, c'est pas juste les Inuits, mais tous les peuples arctiques. Puis là, ça devenait, le monde circumpolaire devenait important. Il y a des Inuits, puis il y a des Samis en Scandinavie, puis il y a des populations autochtones en Sibérie du Nord. Et puis, il y a aussi des gens comme des Dénés du territoire du Nord-Ouest, d'Alaska, du Yukon, puis etc., qui sont aussi des peuples arctiques ou semi-arctiques. Ça serait important de faire des recherches comparatives, tous ensemble. Et on dit OK, ils ont dit est-ce qu'on pourrait avoir, lors du congrès d'études inuites, une séance qui serait consacrée où les gens pourraient discuter de ça. On dit oui. Et effectivement, en 1990, suite à cette séance qui a lieu au cours du congrès d'études inuites de Fairbanks, il y a la fondation de ce qu'on appelle IASA, International Arctic Social Science Association.
Association internationale des études arctiques en sciences sociales, qui est créée et qui a lieu et qui maintenant à IASA, donc qui sort indirectement, c'est pas Inukssuti, mais c'est en collaboration avec Inukssuti, cette association est fondée. Elle existe encore aujourd'hui. C'est vraiment eux qui sont les consultés, c'est les consultants officiels mondiaux en matière de sciences sociales arctiques. Donc, tous les problèmes, tout ce qui concerne le développement du Nord, les aspects sociaux, c'est IASA qui est consulté, qui vont aux Nations unies et qui sont consultés par les ministres des pays nordiques. Donc, ça devient vraiment un gros truc, là, international officiel. Puis en 92, le Congrès d'études inuites revient à l'Université Laval et IASA demande de tenir en même temps que le Congrès d'études inuites le premier congrès des sciences sociales arctiques, ICAS, International Congress of Arctic Social Sciences. Quand ils ont dit à IASA, ils ont dit on va faire aussi, nous, à tous les 3 ans, un congrès de sciences sociales arctiques. On s'est demandé à ce moment, est-ce qu'il faut supprimer les congrès d'études inuites? Et les gens ont dit non, c'est 2 choses. Études inuites, c'est sur les Inuits, c'est spécial. Bon, sciences sociales arctiques, c'est autre chose. Et puis, mais les deux ont leur place. Puis ça a prouvé que c'est exact. Donc, ces congrès ICAS, fondés aussi en parallèle avec les congrès d'études inuites, ça existe encore aujourd'hui. Le prochain, si ça vous intéresse, va avoir lieu l'an prochain à Bodø, dans le nord de la Norvège. Donc, très beau, très bel endroit, là, si vous voulez prendre des vacances en Norvège. Et très intéressant. Il y a beaucoup, tu sais, ça, là, cette discussion des grands problèmes d'environnement et de tout ce qui concerne l'Arctique, développement de l'Arctique, changement climatique, mais vu dans une perspective sociale, l'impact sur les populations. Donc, c'est très important. Ensuite de ça, revenons à l'Université Laval. Le GETIC qui a été fondé, mais peu à peu, le GETIC, qui était les études inuites et circumpolaires, ça évolue. Puis là, à l'Université Laval, ils disent oui, mais nous, les Inuits, c'est intéressant, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les Autochtones en général, pas juste les Inuits. Donc, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'avoir un centre de recherche? C'est pas plus juste un groupe dans une faculté, mais un centre universitaire de recherche sur les Autochtones en général. Tous les Autochtones. Bon, surtout du Québec, du Canada, mais aussi il y a des Autochtones ailleurs dans le monde, là. Une définition des Nations, je ne donnerai pas, les Nations unies, une définition très précise de ce que c'est un ou une autochtone. Donc, tous les gens peuvent travailler. Ceux qui font des recherches sur ce qu'on appelle la condition autochtone. Être autochtone, c'est quoi, en fait? Puis c'est quoi en tout cas, sur le plan social, culturel, linguistique, etc., qu'est-ce que ça donne? Donc, le GETIC se transforme en Sierra, qui est ce centre, qui existe toujours aussi. Et en fait, au GETIC, comme aussi, surtout au Sierra, il y a beaucoup de membres d'Inukssutit qui deviennent présidents, ou pas des présidents, mais directeurs du Sierra, où je pense qu'on en a un dans la pièce, ou un ancien directeur. Mais, donc, Sierra, donc là encore, puis en 2014, là, j'ai dit Études Inuit Studies, là, l'association le perd, mais ça revient à la faculté. Donc, simplement ça, vous dire que cet ouvrage là, va présenter ça, là, de façon évidemment très détaillée, toute l'histoire de ce groupe qui a fait que, je terminerai là-dessus, là, avant les années 60, j'ai dit, il y avait des recherches chez les Inuits, mais c'est ce qu'on appelait l'esquimologie. C'est une vieille science entre guillemets. Les esquimologues, spécialistes des gros guillemets esquimaux. Et ces esquimologues, ils allaient faire des recherches chez les Inuits, ils revenaient chez eux, ils écrivaient un beau livre, puis, mais ça n'avait pas d'impact sur les sociétés inuites. Sauf que, le côté positif, c'est que oui, c'est les gens, chercheurs qui sont allés en 1894 à Kuujjuaq, au Nunavik, Lucien Turner, qui a écrit
son livre sur les Inuits de Kuujjuaq, ben c'est très précieux parce que, tu sais, comment vivaient les Inuits, quoi la culture inuite à Kuujjuaq en 1894, ben s'il n'avait pas été là, on ne l'aurait pas, mais c'est quand même pas ça. Mais là, d'Inukshuti, puis il y avait d'autres chercheurs, bien sûr, ailleurs aussi, avec d'autres groupes autochtones qui faisaient le même cheminement au même moment. C'était de dire, ben non, on n'a plus besoin c'est plus de l'esquimologie, là, tu sais, ce qu'on fait, c'est des études inuites. C'est des études qui visent à faire connaître, donner le point de vue des Inuits sur eux-mêmes, comment les Inuits se voient eux-mêmes d'après leur langue, leur culture, d'après ce qu'ils disent, et c'est collaborer avec les Inuits pour les faire connaître, qu'ils se fassent connaître eux-mêmes, à eux-mêmes et aux autres, au reste du monde, avec la collaboration de chercheurs avec des chercheurs inuits de plus en plus, mais aussi collaboration de chercheurs non inuits, mais qui sont prêts à travailler avec eux. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, et le livre devrait paraître, je ne sais pas, d'ici quelques mois ou quelques semaines, un jour ou l'autre. Pas trop longtemps quand même. Merci beaucoup. Nakomingay, nakuapit, nakualut aussi.